Bienvenue dans ce nouveau chapitre où maintenant je vous propose de découvrir ensemble le principe des composants. Jusqu'à maintenant, on a écrit l'entièreté du code qui permettait de faire fonctionner notre système directement dans ce fichier app.vue. Mais dans le cas concret d'une application complexe, on va avoir besoin de séparer notre code afin de le rendre réutilisable. Alors on va prendre un petit exemple concret à ce niveau-là. On va s'imaginer qu'on a envie d'avoir un composant qui va permettre de faire une checkbox avec un label à côté, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin ici de faire à plusieurs reprises. Alors pour créer un composant au niveau de vue, il va falloir créer un nouveau fichier qui portera le nom de notre composant. Nous, on va l'appeler checkbox et on lui mettra l'extension vue. À l'intérieur, on va mettre toujours la même structure. On va commencer par une partie template qui définira la structure HTML et une partie script où on mettra l'attribut setup. Au niveau de la partie template, ici, moi je veux créer un petit système de checkbox. Donc on aura un label, on aura ensuite un input de type checkbox, et on aura du texte. Pour l'instant, on va mettre un petit lorem ipsum avec seulement quelques mots. Maintenant que l'on a ce composant, on va pouvoir l'utiliser dans notre application. Pour cela, au niveau de notre app.vue, on va commencer par importer le composant. On fait un import, on va l'appeler checkbox from, et on importe depuis le fichier checkbox avec un C majuscule, attention, .vue. Une fois qu'il est importé, on va pouvoir l'utiliser au niveau de notre partie template comme un élément HTML personnalisé. Ici, je vais mettre une balise ouvrante, checkbox, et une balise fermante. Lorsque je sauvegarde, on va bien avoir notre petite checkbox ici avec le texte. À l'intérieur de ce composant checkbox, on pourrait avoir dans la partie script sa propre logique, ses propres refs, et il pourrait gérer indépendamment ce qu'il a besoin de faire. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un composant qui est un petit peu plus dynamique. Par exemple, on aimerait bien pouvoir changer le libellé plutôt que ces trois lettres. Donc les composants, comme n'importe quel élément HTML, au final, va pouvoir recevoir des attributs. Par exemple, ici, j'imagine que je vais lui donner un attribut label et on mettra bonjour. Maintenant, dans le code de notre checkbox.vue, il va falloir justement déclarer qu'on comprend cet attribut label. Pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle defineProps. Donc dans le cadre de Vue.js, ils appellent ça des propriétés. C'est ce que va recevoir le composant. Cette fonction, elle prend en paramètre un objet où on va mettre en clé le nom de la propriété que l'on attend. Nous, ici, ça va être label. Et ensuite, en valeur, le type que l'on attend. Ici, on va lui dire que le label doit être une chaîne de caractères. Automatiquement, cette fonction-là, elle va nous renvoyer un objet qui va s'appeler props, qui va contenir l'ensemble des propriétés. Si ensuite, je veux par exemple obtenir le label, je peux faire un console.log et on va loguer props.label. Alors, on va regarder ce que ça nous donne au niveau de notre console. Petite remarque au passage, le defineProps n'a pas besoin d'être importé. C'est quelque chose qui va être compris par le compiler de Vue.js et il n'y a pas d'import à faire à ce niveau-là. Lorsque je regarde props.label, je vois bien que dans ma console, j'ai bonjour. Si je regarde props, ça va être un objet un peu particulier qui est un proxy. On reviendra dessus encore une fois un petit peu plus tard quand on parlera de la réactivité en profondeur. Et dans cet objet-là, on a le label. Maintenant, si je souhaite utiliser la valeur du libellé dans ma partie template, il me suffit à ce niveau-là de faire directement label. On notera que dans le cadre des templates, il n'est pas nécessaire de mettre props.quelque chose. Vous pouvez directement mettre le nom de la props. Si vous n'utilisez pas les props dans la partie logique, dans la partie script, vous pouvez complètement vous passer de ça. Et là, on voit bien que ma checkbox a le bon libellé. L'avantage, c'est que maintenant j'ai ce composant que je vais pouvoir utiliser à plusieurs endroits et qui peut avoir un label dynamique. C'est intéressant, notamment si vous utilisez des frameworks CSS ou ce genre de choses qui nécessitent des classes particulières. Vous créez votre composant de checkbox avec toutes les classes qui sont nécessaires et tout le style nécessaire, et après vous l'utilisez partout dans votre application. On notera que dans le cadre des composants, les attributs peuvent être dynamiques comme c'était le cas avec les attributs HTML. Ici, plutôt que de mettre un label, je peux mettre un 2 points label, et dans ce cas-là, lui passer quelque chose qui proviendrait d'une ref ou autre, et il serait capable de l'interpréter. Si je reprends un exemple, ici on avait créé nos labels avec le masquer les tâches complétées. Si on reprend notre cas, pour les to-do list, j'ai envie d'utiliser ce nouveau composant. Donc là, je vais pouvoir lui dire, utilise plutôt le composant de checkbox, et je vais te donner un label, et le label sera le titre de la to-do. Voilà. Et maintenant, on a bien nos tâches qui s'affichent comme ça. Alors je vais peut-être retirer celle qu'on avait mis en dur. Je vais retirer ce label-là. Donc les props vont permettre de faire descendre de l'information. On notera quelque chose aussi de particulier dans le cadre de Vue.js. Si vous passez des props un peu arbitraires, par exemple si je fais un data-demo égale 3, si je regarde au niveau de ma structure HTML, je vais voir que mon label va avoir le data-demo.
toutes les propriétés qui ne sont pas comprises par Vue.js, donc là, toutes les propriétés qui ne sont pas label, parce que label, j'ai défini que c'était une propriété, vont être automatiquement passées dynamiquement au premier élément que l'on a dans la partie template. Donc ça peut être intéressant parce que par exemple, si vous voulez que vous puissiez styliser cet élément via des classes, vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, j'ai une propriété classe ». Automatiquement, Vue.js se chargera de faire la transmission. C'est ce que l'on appelle le passage implicite. Et c'est encore même plus puissant. Imaginons ici, je mets une classe, on va mettre classe 1. Au niveau de ma checkbox, je me dis que de base, les labels, on va leur donner une classe label. Ce que va faire Vue.js, c'est qu'il va être carrément plus intelligent. Il va faire une fusion entre les deux classes. On voit qu'il a gardé la classe label que j'avais mis ici et il a mis en plus la classe numéro 1. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le passage automatique de propriétés et quelques petites subtilités pour le désactiver si vous en avez besoin, je vous renvoie vers cette page de la documentation. Mais on ne va pas plus explorer que ça, cette particularité. Alors je vais retirer ma classe et on va parler d'un autre élément, ce sont les événements. Donc là, on a vu comment on peut faire descendre de l'information du composant parent vers les composants enfants. Mais comment on fait pour faire le chemin en sens inverse? Par exemple, j'aimerais bien ici détecter quand on a coché la case. On va pouvoir faire ça grâce à des événements. Donc comme on l'a fait dans notre composant via le define props, on peut faire un define emits. Et on va lui passer en paramètre un tableau contenant la liste de nos événements. Par exemple, dans notre cas de checkbox, on s'imagine qu'on va voir check et uncheck. Ça va être le nom de mes événements. Maintenant, au niveau de mon app.vue, quand je vais utiliser ce composant, je pourrais ici lui dire @check ou von2.check et émettre une fonction lorsque cet événement apparaît. Donc là, on va juste mettre un console.log coché. Et dans le cas où on décoche le système, on fera un @uncheck et un console.log inversé. Les événements sont intéressants parce qu'il va permettre justement aux composants de faire communiquer des informations et de faire remonter des choses. Maintenant, dans notre checkbox.vue, à ce niveau-là, on va récupérer une propriété que l'on va appeler emits. On va lui dire, lorsque tu vas changer la valeur dans ce input, tu vas appeler une méthode qui va s'appeler onChange. Cette méthode, je vais aller la créer. Donc, on va faire un const onChange. On va recevoir l'événement. À l'intérieur de cette fonction, on va regarder est-ce que la case est cochée. Et on va dire if event.currentTarget.checked. Dans ce cas-là, on va émettre l'événement check. On va pouvoir utiliser la fonction emits et on lui passera en premier paramètre le nom de l'événement. Donc check dans ce cas-là. Et en second paramètre, on pourra lui passer des arguments pour notre événement. Bon, pour l'instant, à la limite, on va s'imaginer qu'on lui passe la checkbox qui est le centre d'attention. Dans le cas contraire, ça veut dire que la case n'a pas été cochée. Et dans ce cas-là, on va émettre l'autre événement qui est uncheck. Et pareil, je vais lui passer la current target. Maintenant, si je regarde au niveau de ma console et que je coche une des tâches à faire, on a bien le console log de cocher qui s'affiche. Et si je décoche la case, c'est l'autre événement qui va être appelé. Et si je regarde à ce niveau-là et que je lui dis, tiens, je vais être intéressé par le paramètre, hop, et j'aimerais bien que tu me l'affiches, lorsque je vais cocher la case, on aura bien l'input en question. Donc ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que props, ça vous permet de recevoir des attributs, donc de faire descendre de l'information, et lorsque vous avez besoin de faire remonter de l'information, vous allez pouvoir utiliser les événements avec le define emits. Enfin, il y a un dernier cas qui est un peu particulier, c'était le cas du vModel. Nous, ce que l'on avait fait, c'est que dans notre checkbox originale, on avait dit directement, je ne vais pas écouter le check ou le uncheck, on avait mis un vModel, et on lui avait dit que le modèle, c'était todo.completed. Comment moi je vais pouvoir gérer ça au niveau de mon composant? Donc au niveau de mon composant checkbox.vue, je vais pouvoir créer une variable qui va s'appeler modèle et je vais pouvoir utiliser la méthode defineModel. Encore une fois, cette méthode-là, il n'est pas nécessaire de l'importer. Ce modèle-là, il peut être modifié et on peut l'utiliser directement au niveau de nos composants. Donc je pourrais tout à fait ici lui dire, bon, le vModel, je le fais descendre et je vais l'envoyer jusqu'à ma case à cocher. Si maintenant je reviens sur ma page, hop, on voit que je peux bien cocher la case et que ça fonctionne correctement. Dans le cas où on a des champs un petit peu plus complexes, il est possible dans le defineModel de définir différents modèles. Alors il y a un petit exemple sur la documentation qui est celui-ci. On a par exemple un composant username qui permet à l'utilisateur de rentrer son nom. Et pour cela, ça crée deux champs, un champ pour le prénom et un champ pour le nom. Ils définissent deux modèles grâce à un defineModel avec le first name et le last name. Et ensuite, quand on l'utilise, il est possible de choisir quelle propriété va être assignée à quelle référence.
Enfin, il est aussi possible de créer des composants qui vont avoir directement des éléments enfants. Alors pour prendre un exemple, on va s'imaginer qu'on va créer un composant qui permet de créer un bouton. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier button.vue et je vais donc avoir une partie template. Et dans cette partie template, on va avoir un button. J'ai envie de lui mettre par défaut une classe définie. Et là, j'aimerais bien lui dire, mets le contenu qu'on aura en enfant. Pour l'instant, on va juste rien mettre. Maintenant, lorsque j'utilise cet élément, j'ai envie de pouvoir lui passer des enfants. Plutôt que d'avoir un attribut comme on l'a fait tout à l'heure, label ou ce genre de choses, j'ai envie de passer les informations à mettre sur le bouton directement sous forme d'éléments à ce niveau-là. Alors le bouton, je vais l'importer. Voilà, donc on va importer button et on l'importe depuis button.vue. Dans ce cas-là, il va bien s'afficher, mais j'aimerais bien utiliser le contenu. Donc à ce niveau-là, plutôt que de mettre du texte, on va pouvoir utiliser une balise spéciale qui est une balise qui s'appelle slot. Ça permet de dire, prends le contenu que l'on avait injecté. Et on a bien notre texte. Si jamais à l'intérieur de notre app.vue, je mets de l'HTML, cet HTML va se retrouver à l'intérieur de mon bouton. Maintenant, vous allez me dire dans quel cas on va plutôt utiliser les slots et dans quel cas on va utiliser un attribut. L'attribut, il est intéressant si on reprend le cadre de notre checkbox parce que ici, on veut limiter, on veut dire que le label ne peut recevoir que une chaîne de caractères. Si par contre, on veut qu'à l'intérieur du label d'une checkbox, on puisse avoir du gras ou ce genre de choses, dans ce cas-là, cette approche est plus efficace et on préférera plutôt utiliser un slot. Donc ça va dépendre de la situation et de ce que vous avez besoin de faire. Enfin, il y a un cas qui peut être encore un petit peu plus complexe, c'est le cas où on a plusieurs slots à l'intérieur d'un composant. Alors pour cet exemple-là, on va créer un nouveau composant qu'on va appeler layout.vue, qui nous permettrait de créer la structure de notre page de manière générale. À l'intérieur, on va créer une partie template, comme d'habitude, et on va s'imaginer qu'on va avoir une div qui aura la classe layout, et dedans on aura une en-tête pour l'en-tête de notre page. On aura ensuite une partie sidebar, un side. Ensuite, on aura une partie main, qui sera la partie principale de notre site, et enfin une partie footer. Vous voyez où je veux en venir. Quand on va vouloir utiliser ce composant-là, on va vouloir injecter des éléments aux différents endroits. Ensuite, je vais créer un petit peu de style. Et au niveau de ce style-là, je vais lui dire que pour le layout, je veux un display en grille. Et je veux ensuite un grid template columns avec une sidebar sur le côté qui fait 200 pixels. Et après, le reste prendra le reste de l'espace disponible. Pour le header et le footer, on va préciser qu'on va s'étendre sur les deux colonnes. Donc là, c'est simplement du CSS, juste pour vous montrer un exemple et un cas d'utilisation des slots nommés. Et on va mettre ici un grid column, et on mettra 1, -1. L'histoire de bien voir cette grille-là, on va préciser que tous les éléments qui sont des enfants directs vont avoir une jolie bordure en rouge. OK. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est dans mon app.vue, pouvoir lui dire, j'ai envie d'utiliser le layout, j'ai envie de mettre un élément en en-tête, un autre élément en footer, ce genre de choses. Donc là, je peux utiliser mon composant layout. Je vais avoir besoin de l'importer tout en bas. Maintenant, lorsque je mets du contenu, on ne va pas directement mettre une div ou du contenu comme on l'a fait tout à l'heure avec notre bouton. On va utiliser une partie template. Et on va rajouter un attribut v-slot, le nom de notre slot. Par exemple, ce qui irait dans le header, on l'appellerait header. Et là, on va mettre en tête. Et on va faire la même chose pour les autres éléments. Donc là, ça sera la partie aside, la partie sidebar. Ensuite, on fera la même chose pour le main et le footer. Au niveau de notre composant layout, il faudra préciser ici qu'on accepte un slot, sauf que ce slot va être nommé. Et on lui dira, mets ce que tu as dans la partie en tête. Pour la partie sidebar, mets ce que tu as dans la partie aside. Pour la partie main, mets ce que tu as dans la partie main, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on va bien voir que ça fonctionne. On a la possibilité depuis notre app.vue de choisir dans quel élément on souhaite injecter les choses. Comme pour le v-on ou le v-bind, on a un tout petit raccourci ici. On peut remplacer cette syntaxe-là par un simple dièse. Et ça revient absolument au même. Enfin, une dernière petite subtilité, si votre layout il est très dynamique et que par exemple vous autorisez quelqu'un à ne pas mettre d'en-tête, là par défaut il va quand même mettre l'élément HTML. On voit qu'on a notre élément header. Si vous voulez conditionner cet affichage en disant n'affiche le header que si on a un template à l'intérieur, vous pouvez ici lui dire au niveau de votre partie layout, on mettra un petit vif au niveau de notre header
On utilisera une variable qui s'appellera $slots. C'est une variable un peu particulière qui est automatiquement gérée par Vue.js. C'est pas quelque chose qui a été défini dans une partie script. Et ensuite, on lui dira le nom de notre slot. Et dans ce cas-là, ça n'affiche l'élément que si on a un slot pour le header. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur la documentation, il y a quelques subtilités un petit peu plus en profondeur, mais là, pour les cas d'utilisation classiques, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à savoir. Donc ce que vous devez retenir de ce chapitre-là, c'est qu'il est possible de décomposer notre code en plusieurs composants. Dès lors qu'on a un morceau de logique à réutiliser, on préférera créer un composant que l'on va pouvoir utiliser là où on le souhaite. Lorsqu'on souhaite utiliser un composant, il faudra l'importer et ensuite l'utiliser comme un élément HTML personnalisé. Au niveau d'un composant, on va pouvoir définir plusieurs choses. On va d'abord pouvoir définir des props, c'est ce que va recevoir le composant en entrée. Donc c'est un peu comme des paramètres de fonction et c'est ce qui permet de faire descendre de l'information vers le composant. On aura aussi la possibilité d'émettre des événements grâce au define emits. Et on aura une petite subtilité, si jamais notre système doit supporter les vModel, on pourra utiliser le define model. Enfin, si notre composant accepte des enfants, on peut utiliser le système de slot, nommé ou non nommé, en fonction de la situation. La principale difficulté que vous allez rencontrer dans vos projets, ça va être de savoir à quel moment vous allez décomposer et comment vous allez décomposer. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de secret, ça va venir un petit peu avec le temps. Au début, ce que vous allez faire, c'est essentiellement créer des composants qui correspondront à des éléments visuels. Par exemple, un composant bouton, un composant icône, un composant pour certains éléments de formulaire. Mais après, pour le reste, ça va venir avec l'usage. Dans tous les cas, on aura l'occasion de repasser un peu sur toutes ces parties composants lorsqu'on attaquera la partie travaux pratiques. Mais n'hésitez pas, si vous avez déjà des idées de petits composants, à pratiquer pour prendre un petit peu la main sur ça. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.